Mon père me disait souvent que le plus grand vœu de ma mère a toujours été de voir tous ses enfants aller à l'école. C'est aidé par ce vœu que mon père a tenu parole, non seulement en nous mettant tous à l'école, mais surtout en nous soutenant avec tous les moyens qu'il avait. J'ai perdu ma mère très jeune, quand j'avais à peine 6 ans. J'aimerais, si vous le permettez, que nous observions une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Monsieur le conseiller spécial représentant le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques de Côte d'Ivoire, initialement, mon équipe et moi n'avions pas pour objectif très grand en nous rencontrant. Il s'agissait pour nous de présenter le livre au ministre, de lui en offrir un exemplaire et si possible, prendre une photo avec lui juste pour notre communication sur les réseaux sociaux. C'était déjà pour nous énorme comme privilège. Mais ce que nous avions imaginé a rapidement été dépassé par la réalité. Nous avons été reçus par le ministre en audience et après plus de 2 heures de discussion avec le ministre, nous avons découvert en lui bien qu'une autorité étatique. Véritable modèle de rigueur, d'humilité et d'excellence. Il m'a d'ailleurs challengé sur ma thèse en me disant que s'il était dans mon jury, j'allais probablement couler de grosses gouttes. Et je n'en doute pas. À travers ces questions pointues, ses remarques constructives et sa manière exigeante mais bienveillante de pousser à la réflexion, j'ai mesuré à quel point il était profondément attaché à la valeur de l'excellence. Non comme un mot à la mode, mais comme une exigence de chaque instant. Et là, il nous a fait le plus beau des cadeaux, en acceptant de parader cette cérémonie de dédicace. Et depuis cet instant, ce n'est plus simplement une simple dédicace, c'est une véritable célébration de l'excellence. Monsieur le ministre, en plus de nous encourager, vous nous poussez à faire plus et surtout à porter ce projet plus haut et plus loin pour qu'il ait un véritable impact. Toute mon équipe et moi-même vous disons infiniment merci. Monsieur le représentant du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, ainsi que toute sa délégation, merci d'être venu à cet événement. À nos très chers panélistes, Madame Alix Milogo, Monsieur Wilfried Assi, Monsieur Fabrice Kouman, du haut de vos brillantes carrières et de vos parcours académiques remarquables, merci d'avoir accepté de nous inspirer aujourd'hui. Vous êtes la preuve vivante que l'excellence est possible, qu'elle est concrète, qu'elle se vit au quotidien. Cette salle en elle-même est le visage de l'excellence. Beaucoup de personnes présentes ici sont pour moi des sources d'inspiration. Notamment, je pense à M. Arnaud Ngouran, associé gérant d'Atari, mes aînés des écoles d'excellence que sont l'INPHP et l'INSIA, mes amis, connaissances et collègues, tous si brillants, ainsi que vous tous, venus de partout, amoureux et amoureuses de l'excellence. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux tous vous citer, mais sachez que votre présence est pour moi un soutien, mais surtout un signe d'humilité de votre part, que je respecte et que j'admire profondément. Pour beaucoup d'entre vous, j'apprends encore aujourd'hui, par nos échanges et parfois simplement en observant ce que vous accomplissez dans votre vie professionnelle. Je tiens aussi à saluer toute la délégation venue de l'intérieur du pays, à mes 3 papas, Papa Dambélé depuis Yamoussoukro, Papa Pichi depuis Korogo, Papa Ngolo depuis Boguedia et mon oncle Baro. Je salue aussi toute la délégation qui les accompagne, ainsi que tous mes amis venus de l'intérieur du pays. J'ai la chance également d'avoir avec moi une forte délégation qui m'accompagne
venu tout droit du Canada. Merci à mes amis Serge Eric et Mohamed Koulibaly qui ont mis de côté leurs occupations pour m'accompagner et soutenir cette initiative audacieuse. Ils étaient là à tous les niveaux, depuis la relecture du livre jusqu'aux démarches pour la publication et la dédicace. Votre présence est pour moi un geste très fort que j'apprécie profondément. Merci les amis. Chers tous, je voudrais déplacer cette cérémonie dans le contexte actuel de la publication des résultats des examens à grand tirage, notamment le baccalauréat. Pour cette année 2025, 40,15% des candidats ont obtenu leur diplôme. Nous leur disons félicitations. Et ce chiffre est en progression par rapport à l'année dernière, ce qui est très encourageant. Toutefois, cela signifie qu'aussi autour de 60% de nos candidats au bac cette année ont peiné à trouver de bonnes stratégies pour réussir. Et quand on se souvient que le bac est juste un concours, n'est pas un concours, pardonnez-moi, on se rend compte qu'il existe encore une importante marge de progression. En fait, le bac, c'est un examen que tout le monde peut avoir. On peut faire 100%. Je me dis que peut-être parmi eux, certains pensent que l'excellence n'est pas faite pour eux, qu'elle est réservée à une élite, voire que l'excellence est un mythe. Moi-même, je l'ai pensé, avant de comprendre qu'elle peut être structurée, cultivée et accessible. Ce livre porte justement cette ambition de contribuer à inverser cette tendance en partageant des outils concrets, des méthodes éprouvées et des témoignages inspirants. Je reviendrai sur le contenu du livre dans une autre intervention. Vous comprenez déjà que cette cérémonie dépasse largement le cadre d'une simple dédicace. C'est d'abord une fête, un moment d'inspiration, de motivation, une véritable célébration de l'excellence. Alors, mon vœu le plus sincère, c'est que par la grâce de Dieu, ce moment soit agréable, qu'il soit porteur d'élan et d'espoir, et surtout qu'il soit une fête collective pour dire ensemble, haut et fort, l'excellence n'est pas un mythe. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte cette cérémonie de dédicace. Je vous remercie. Merci. Alors, merci encore à Dr François Koné pour cette belle introduction à cette cérémonie. Nous sommes jeunes et nous avons la chance ici d'avoir un représentant. Monsieur le conseiller spécial du ministre du budget et du portefeuille de l'État, Monsieur Koné François, cher ministre, chers partenaires du monde du livre, distingués invités, chers jeunes, élèves et étudiants, mesdames et messieurs, je suis Arnaud Wilfried, sous-directeur chargé de l'animation des institutions socio-éducatives. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre la parole au nom de Madame la directrice des institutions socio-éducatives pour représenter le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la dédicace du livre « L'excellence n'est pas un mythe ». Cette même excellence est au cœur de la stratégie gouvernementale en faveur des jeunes déclinée dans le PJ Move 2023-2025 à travers 3 axes majeurs. L'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat des jeunes. Le renforcement de l'engagement citoyen, de l'éthique sociale et du civisme. L'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Ces 3 piliers traduisent une volonté politique forte. Faire de la jeunesse ivoirienne une génération d'excellence, capable de relever les défis de demain. L'ouvrage de M. Koné François s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en démontrant que l'excellence n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un chemin accessible à tous, à condition d'être guidé par les valeurs de rigueur, d'humilité, de courage et d'amour du savoir. Au niveau opérationnel, notre ministère, à travers ces dispositifs, dont la direction des institutions socio-éducatives, s'investit chaque jour pour accompagner les jeunes à développer des compétences de vie, la résilience et la conscience citoyenne à travers les foyers des jeunes, des clubs de lecture, des espaces numériques, des projets communautaires et bien plus. Dans ce cadre, ce livre devient plus qu'un ouvrage, c'est un outil pédagogique,
Un support d'inspiration que nous devons promouvoir et intégrer dans nos dispositifs éducatifs et socio-éducatifs. Il mérite sa place dans toutes nos bibliothèques, dans nos clubs de lecture et dans nos projets d'animation en milieu scolaire et communautaire. Mesdames et messieurs, en célébrant cette œuvre, nous célébrons une vision, un engagement, un message fort. Celui que l'excellence est possible ici et maintenant pour chaque jeune de Côte d'Ivoire. Au nom de Monsieur le ministre, Madame la directrice des institutions socio-éducatives félicite chaleureusement M. Koné Fonsa pour cette contribution remarquable et invite chacun de nous à faire vivre ce livre, qu'il soit lu, partagé, discuté dans les classes, dans les foyers, dans les lieux de réflexion, partout où un rêve de grandeur sommeille. Je conclue avec cette certitude. L'excellence n'est pas un mythe. L'excellence est un choix. L'excellence est une voie. Et cette voie est notre nommée. Je vous remercie. Merci encore aux représentants du ministère de la promotion de la jeunesse. Nous avons pu le constater, beaucoup d'initiatives sont mises en place pour soutenir les jeunes qui tentent de faire la promotion de l'excellence. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, au nom du docteur Fonsa, de vous remercier pour votre présence et de faire un plaidoyer pour que vous preniez le maximum de livres, voilà, et que vous puissiez les partager à tous ces jeunes, en tout cas, qui souhaitent devenir de plus en plus excellents et faire de grandes choses pour notre pays. Aujourd'hui, nous célébrons un livre, nous célébrons l'écriture. Alors, vous avez remporté un prix national à l'audition d'un concours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de quoi vous parlez, votre article et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la particularité de cet article-là? D'accord. Donc, il faut dire que le concours s'inscrit dans le cadre du deuxième séminaire national organisé par l'autorité nationale de la presse. Donc, il y avait deux rubriques à l'occasion de ce concours. Il y avait un concours de meilleur article école et un concours de meilleur article presse. Donc, bien évidemment, on a compétit dans le cadre du meilleur article, on va dire, d'école. Et donc, il s'agissait pour nous de faire un focus sur le FESPACO. Et donc, l'article a été produit par Mademoiselle Pinto Poda. Donc, l'idée, c'était de présenter l'historique du FESPACO avec sa création en 1869 et avec l'élément de l'étalon de Yalenga, dessus, faire un focus là-dessus, montrer qu'au niveau du FESPACO, on cherche à véhiculer nos réalités africaines, nos réalités en profondeur via le cinéma qui est le 7e art, et aussi montrer que le 7e art est un moteur aussi de développement pour l'Afrique. Et après, sur cet aspect-là, faire ressortir les éléments économiques, donc au travers d'un poster en 3 images pour vraiment montrer la quintessence. Et ce qui a plu au jury, c'était, on va dire, la rigueur de l'écriture, la richesse du message et aussi cette touche économique-là apportée. D'accord, d'accord. Donc, ce que nous retenons, c'est que c'est un livre, un article, pardon, qui a mis en avant, en tout cas, l'une des richesses de notre Afrique. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour la dédicace du livre d'un aîné, d'un ami, d'un frère qui célèbre l'excellence. Alors, vous qui avez écrit cet article qui a remporté le premier prix, quel est le lien entre votre article et le livre qu'a écrit Dr Fonsa Koné? Et sur cette réponse-là, nous allons vraiment vous demander quel est votre mot de fin. D'accord. Donc, pour répondre à cette question, ce sera une petite anecdote très short. Donc, il faut dire que lorsque je reçois l'information du concours, il reste, on va dire, moins de 48 heures pour pouvoir déposer l'article de l'école. Donc, je reçois et donc j'appelle mon collaborateur d'Ecostat, je lui dis, ah, tiens, voici un concours pour lequel on doit participer. Donc, il constitue une équipe, voir qui peut postuler. Il me dit, ah, président, c'est très chaud, on ne peut pas. Je lui dis donc, si je t'ai envoyé, c'est que je sais que vous pouvez. Donc, pour dire que si je lui réponds comme ça, c'est parce que derrière, il y a une question d'adaptation, il y a une question de stratégie en amont, il y a une question de personnes qui ont su mettre à, on va dire, à contribution l'ensemble de plusieurs éléments, de plusieurs exercices. Et l'ensemble de ces éléments-là est véhiculé intrinsèquement au travers du livre de notre aîné. Parce que pour dire que l'excellence, ce n'est pas un mythe, c'est d'abord une question de stratégie.
c'est une question d'adaptation, c'est une question d'utiliser les bons éléments pour arriver là où on veut. Il est important de noter que c'est vraiment l'excellence made in Côte d'Ivoire. Ils ont fait leur classe à l'INPHB, à l'ENCA. Donc est-ce qu'on peut applaudir ça, l'excellence made in Côte d'Ivoire? L'excellence se définit effectivement dans l'environnement dans lequel on est, mais ça se définit aussi par qu'est-ce qu'on veut atteindre. Donc il y a le défi de l'environnement dans lequel on est, mais il y a également le défi personnel. C'est également un très grand plaisir pour moi de participer à cette table ronde sur un thème qui est pour moi très très actualité. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est dans un environnement où l'excellence fait un peu défaut. On a de moins en moins de figures publiques qui traduisent vraiment cette réalité à 100%. Donc, pour moi, au-delà de la petite question, lorsqu'on pense que quelque chose mérite d'être mis en avant, il faut justement ce genre de cadre-là pour inciter un peu tout le monde à essayer de se faire. Pour moi, l'excellence concerne forcément un domaine précis. Voilà. C'est la capacité qu'a un individu à se tenir largement au-dessus de la moyenne dans un domaine précis. Parce que pour moi, c'est un peu difficile d'être excellent dans tous les domaines, mais il y a forcément un domaine dans lequel on excelle, soit naturellement, soit parce qu'on a bâti des stratégies éprouvées pour se tenir au-dessus de la moyenne. Et surtout, vu l'environnement dynamique, rien n'est figé, de réussir à s'améliorer quotidiennement pour toujours maintenir ce niveau-là. Donc l'excellence, c'est se tenir au-dessus de la moyenne, et aussi entretenir ce niveau d'excellence. Très bien, donc je retiens que l'excellence, c'est vraiment notre capacité à nous surpasser, à se tenir au-dessus de la moyenne, et ça demande également un certain niveau d'exigence envers soi-même. Et est-ce que Madame Midogo parlait justement de facteurs, est-ce qu'il y a un facteur dans votre environnement familial, dans votre petite enfance qui vous a permis de vous départir du lot? Oui, pour moi, le plus important, c'est les encouragements. On a deux écoles de pensée, surtout à la maison. Je dis les parents et élèves. On a l'école de pensée qui pense qu'il faut corriger pour que ça passe. Et on a l'école de pensée qui pense qu'il faut encourager. Je suis plus pour la deuxième école de pensée. Parce qu'on a tendance à corriger, on a tendance à chicoter. On se dit, si on met cette forte pression-là, l'élève pourra sortir de lui-même, l'élève pourra donner tout ce qu'il a. C'est quand même à double tranchant. Parce qu'on a eu des élèves qui, justement, tenus par la peur, n'ont plus pu développer ce qu'ils auraient pu développer. Et moi, je suis pour l'encouragement. Et donc, dans mon cas, l'encouragement m'a beaucoup permis de pouvoir, justement, sortir du lot. Donc, des encouragements des parents. Je prends toujours un exemple quand je discute à la maison. De façon très simple, vous avez un enfant qui ne faisait jamais le lit quand il quittait la chambre. Donc, sur une semaine, il ne faisait jamais le lit. Et vous constatez que la semaine d'après, sur les 7 jours de la semaine, il a fait le lit 2 fois. C'est un effort qu'il vient de fournir. Et pour moi, c'est à encourager. Et si vous vous mettez à encourager cet enfant-là, vous serez très surpris de constater qu'il va finir par le faire chaque jour. Mais si vous tapez dessus, simplement parce que sur 7, il n'en a fait que 2, même l'effort qu'il a fourni pour faire ces 2 fois, il ne le fera plus. Donc, dans mon cas, ça a été vraiment les encouragements et des parents et même des professeurs à l'école. Donc, c'est vraiment un facteur motivateur de pouvoir encourager des élèves qui font l'effort de se distinguer. Peu importe si vous trouvez que c'est lent, il faudrait pouvoir les pousser à aller faire mieux et à faire plus. Ça, c'est un clin d'œil aux parents et aux enseignants. Mais toujours, j'aimerais demander à quel moment vous avez su que vous étiez excellente. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes vraiment sorti du lot au niveau académique? Depuis le primaire. Oh, ok. Excusez-moi. Non, parce que en fait, à la maison, mes soeurs avaient tendance à dire on n'a jamais étudié, mais elle est toujours première. En fait, j'étudiais à ma manière. Et c'est vrai que je fais partie peut-être de ces personnes-là qui, à l'école, restaient assez concentrées pour comprendre ce qui se passait à l'école. Donc, à la maison, il suffisait juste de réviser un peu. Mais il y a des élèves, par contre, qui ont du mal à se concentrer et qui ont besoin de passer plus de temps à réviser. Donc, pour moi, le fait de savoir que je passais moins de temps à la maison à réviser et que je réussissais à avoir des bonnes notes, ça a été un facteur déclencheur.
on va parler de ça, du volet personnel en fait de l'excellence et de notre parcours, mais j'aimerais savoir aussi, Monsieur Assis, un facteur dans votre environnement familial qui vous a aidé, ou scolaire, qui vous a aidé vraiment à vous démarquer du lot. Oui, pour moi, c'est vraiment la base de tout ce que je fais, les prises de parole. Je parle beaucoup de mentorat, avec un élément fort sur ce qu'on appelle le role modeling. Donc, avoir des modèles, avoir des gens qui sont des références où tous les jours on te rappelle, tu as vu, il a été premier, tu dois être comme lui, tu vois. Et tu vois un peu le caractère spécial qu'on donne à la personne. Mais toi, tu es le petit frère, tu as envie d'être comme ça là. Et voilà, moi c'est comme ça que ça a commencé. Moi, mon histoire, vraiment, elle a commencé dans mon environnement avec mon grand frère. Voilà, il a 7 ans de plus que moi. Mais il était super bon. Et je voulais le ressembler, je parlais comme lui. Toutes les écoles qu'il faisait, je voulais le faire. Quand il est avec ses amis, je suis avec eux aussi. Souvent, on demandait, mais qu'est-ce qu'il fait là avec le petit là? Mais bon, je dis non, je suis là pour être un grand aussi. Voilà, vous voyez, et donc c'est par là que pour moi ça a vraiment commencé. Il y a d'autres personnes dans la famille, oui, c'est ça. Mais bon, tu fais le choix de suivre la personne, en tout cas, qui a cette étincelle et vraiment qui a des fondements en termes de valeurs, de comportement, et après ça se reflète dans ses études. Et donc je suis en train de toucher ici un peu à qui, bon, on fréquente dans l'environnement. On se frotte à qui. Il faut qu'on sache vraiment. Voilà, il faut faire le bon choix en termes de qui on suit. Donc moi, vraiment, c'est vraiment de trouver. C'était quelqu'un qui était un modèle pour moi qui m'a poussé à y aller. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne en particulier, après tout votre parcours, il y a une personne encore qui vous inspire? Oui. En fait, moi, je m'entends pas mal de gens. Peut-être ça fait 500 personnes que je suis depuis 2015. Les managers, les directeurs et tout, oui, c'est un beau travail. Mais j'ai beaucoup de mentors, j'ai des anciens patrons, j'ai des gens qui sont à un niveau de carrière et qui me challenge. Voilà. Et donc c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose aussi que je reçois, parce qu'il y a de la puissance, dedans. Le transfert de connaissances, d'expérience compte environ 20% de sources de savoir. Et là où l'académique c'est environ 10%. Donc les gens ne le savent pas. Mais parler à quelqu'un, bon, quand on pense à la faire, on essaie de matérialiser cette expérience ici. Mais parler avec ça au quotidien, vous aurez ce contenu-là bien plus fort. Parce que je suis sûr qu'il y a encore des livres qui arrivent. Et donc, le sujet, surtout le point du relationnel, parler, apprendre des autres, c'est super puissant. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, M. Koné en parle dans son livre de se rapprocher des aînés, des personnes qui nous ont dénoncé pour avoir des conseils. Donc, très intéressant. Et vous, M. Koumran, un facteur de votre environnement qui vous a permis de devenir excellent? Moi, je dirais deux choses. Il y a mon père, il y a les conditions de vie, même en famille. Déjà, très jeune, dès le départ, mon père me disait, parce que mon père avait la chance de faire de grandes études, voilà. Mais il me disait tout le temps que lui, c'est en fonction des contraintes, vraiment parce que c'était quand même en milieu rural, ça qu'il n'a pas pu faire. Mais lui, il sent qu'il a toujours été excellent, de façon propre, et qu'il est convaincu qu'il m'a transmis cette chaîne. Voilà. Donc c'était ma chanson tous les jours à la maison. Donc, dès le bas âge, sa technique à lui, c'était de donner des livres. Voilà. Tout le temps, j'avais des livres. Bon, j'ai encore des anecdotes que des personnes, même dans mon quartier, me racontent souvent, qui appellent moi, je me rappelle, pour me dire que quand tu avais 2-3 ans, ça t'amusait de prendre des journaux, les livres, tout ça. Voilà. Donc, dès le départ à l'école primaire, je ne sais pas, peut-être cette aptitude aussi naturelle ou bien à partir de la démarche de mon père, mais j'étais tout le temps premier au primaire, premier de classe. Et ensuite, bon, ouais, vous savez, quand vous êtes dans un environnement modeste et que tout le monde dans le quartier dit le fils de tel est brillant, il est premier, on n'a vraiment pas envie de diminuer ce risque de réputation. Donc naturellement, on travaille pour toujours s'assurer d'être le premier. Donc ça, c'est la première chose qui m'a aidé. Et mon père était dans l'hôtellerie. Dans l'une de ses manifestations, il a rencontré M. Kofi Nguessan, qui est aujourd'hui ministre de l'Enseignement supérieur à la recherche scientifique. Voilà. Ceux qui ont fait l'NCA savent comment M. Kofi Nguessan ne manque jamais l'occasion de vanter l'NCA. Jamais. Voilà. Donc, dans l'une de justement ces prestations, mon père gérait l'événementiel. Il rencontre Kofi Nguessan qui lui parle de l'NCA.
Et il rentre à la configuration, lui dit il faut que tes enfants passent ici, il faut que ton enfant fasse l'NCA. Et il rentre à la maison, me dit qu'il a vu une école qui est super. Voilà, il pense que si je vais là-bas, parce qu'au fil des sens, c'est son discours, tu vas à l'NCA, tu vas forcément réussir, tu vas sortir ta famille de l'autre. Il me partage cette anecdote-là. Et après, dès que je le bac, il part en dévoué configuration, il me ramène. Voilà. Donc on se voit dans ce bureau à 3 et configuration, il dit mais tu aurais dû passer, il y a un concours qui s'appelle AT, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a un chemin qui est pas mal, soit à l'université, soit à l'NPHB. Donc, par la grâce de l'université, on a l'NPHB. Quand moi j'arrive à l'NPHB, mon seul objectif c'est d'aller à l'NCA. Voilà. Donc je fais tout, je réussis de rentrer à l'NCA. Quand j'ai le concours, je ne vais pas avoir Covid 10 ans pour lui dire tu te rappelles, bon, lui il avait complètement oublié. Voilà. Donc moi c'est la somme de ces choses-là en fait qui a fait que grâce à mon père, j'ai toujours eu envie de faire mieux et avec tout ce qui me ramenait, me parlait tout le temps, donc j'ai réussi. Et la deuxième chose, c'est les conditions de famille. Voilà. Quand on est devenu modeste, peut-être ceux qui sont issus de cette famille ne savent pas, mais on sait c'est quoi, c'est que le manque. De ne pas avoir souvent certaines choses de base que tes amis ont. Donc moi, même jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que je pense quand même que j'ai atteint le minimum qu'il nous faut quand même pour s'en sortir dans la vie. Mais mon rêve à moi, c'est de devenir extrêmement riche. Voilà. Sortir la famille totalement du besoin que tout mon entourage soit aidé. Moi, c'est mon obsession aujourd'hui qui fait que l'excellence, je ne m'amuse pas avec. Dans tous les domaines, je vais être le meilleur possible. Toujours avec vous. Mais une chose que je remarque avec vous, c'est que vous étiez excellent dès le bas âge. Donc vous avez toujours été excellent. Donc on a presque l'impression que l'excellence est innée. Mais vous avez fait les classes préparatoires à l'INPHB, vous avez fait l'ESCA, donc ce sont des structures, des écoles très rigoureuses. Comment est-ce qu'on maintient le cap quand même? Parce que je pense que c'est là qu'on peut savoir comment est-ce que vous avez pu tenir en fait la pression et réussir? Je pense que même il en parle très très bien dans son livre. Si tu n'as pas une motivation, un objectif précis, tu vas faire toutes les démarches. Moi je pense que tu n'as pas arrivé. Parce que les difficultés vont toujours arriver. Mais quand on regarde le chemin, l'objectif, la destination qu'on a décidé, tout ce qui se passe au milieu pour nous, c'est juste des accidents de parcours, des choses qui peuvent arriver. Parce que tant qu'on n'a pas atteint son but, on se relèvera de soi-même, on se battra, on essaiera de rectifier le tir pour atteindre ses objectifs. Donc la première chose, c'est l'objectif qu'on décide. On peut avoir des précisions naturelles dans un domaine, mais lorsqu'on a décidé de réussir dans un domaine où même on n'a pas les bases, on se donne des moyens. Justement avec des techniques comme le mentorat. Moi aujourd'hui dans le domaine bancaire, je suis tout le temps en train de chercher des dévanciers qui ont déjà fait le suivi parce que je n'avais déjà dans le système. Si je me base sur ma propre expérience, je vais perdre 2 fois plus de temps, peut-être que je ne vais même pas y arriver. Alors que je pense que la technique du mentorat est quelque chose d'important à suivre pour arriver à ses objectifs. Aujourd'hui, moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est un livre qu'il faut partager à tous les jeunes. N'importe quel jeune à l'école, il faut trouver un moyen qui puisse lire ce livre. Parce qu'en ayant ce livre, parce qu'il ne se limite même pas à parler seulement d'études techniques, mais tout ce qui est activité extrascolaire, qui développe aussi ta personnalité, même le sport, la gestion d'une presse, tout ce qu'il te faut en fait pour atteindre tes objectifs. Donc je pense que pour moi c'est d'avoir des modèles. Bon, par exemple à l'INP, pour ceux qui m'ont connu, bon, après les gens qui étaient stressés, on dit les prépas ne dorment pas. Moi je n'ai pas connu ça. En fait, c'est pour ça que je parle de dévancier. Quand je suis à l'INP, ceux avec qui je change déjà, ils sont en entreprise en fait. Ils sont en entreprise, ainsi de suite. Il y a un de mes dévanciers qui est un de mes mentors jusqu'à présent. Il m'a dit, tu vois, tout ce truc de on stresse là-bas, c'est un passage. Prends ton diplôme, c'est devant. Je dis que c'est quand tu vas aller en entreprise que tu vas montrer qui tu es, quoi. Donc ne t'emmène pas avec ces histoires et tout. Et puis, moi je découvre, regardez, le premier jour, il y a un prof qui rentre dans la classe, bon, père son âme, tonton des cas. La première fois, je vois un prof qui rentre en blouse blanche, avec la barbe et tout, il dit pas bonjour à quelqu'un, il commence à nous parler de la matrice, et puis il nous montre quelque chose. Je dis, mais attends, c'est quoi ce truc? J'aimerais demander, on parle souvent de déformation professionnelle, mais et la déformation académique, qu'est-ce que vous avez retenu en fait de votre parcours académique qui vous aide aujourd'hui encore à exceller dans votre travail?
Le lien parcours académique et parcours professionnel, vous savez, quand on est issu d'écoles d'excellence comme l'NCA, l'INPHP, quand on se retrouve en entreprise, pour nous, il ne s'agit plus de nous, mais on porte un maillot. Voilà, on porte un maillot. On avait un slogan à l'NCA qu'on aimait bien dire, un ISE peut tout faire. Ça, c'était notre phrase à nous pour nous motiver. Donc, quand on arrive en entreprise, on a en tête que peu importe la tâche qu'on nous donne, même si on ne sait pas la faire, on va trouver des méthodes pour rendre le travail le plus potable et le plus qualifié possible. Ça, c'est vraiment ce que nous a appris l'NCA. Un ISE peut tout faire et on nous disait en plus. Le plus important n'est pas savoir tout faire ou de savoir tout comprendre, mais de savoir où tout se trouve. Voilà, donc, nous, quand on est en entreprise, on fait tout vraiment pour délivrer le maximum. Donc, c'est un peu pour le bien académique, c'est ce que nous a rapporté. Et ça sert. Moi, je me rappelle que quand je démarrais en tant qu'analyste crédit dans une banque de la place, vous savez, on a fait l'ISE, NCA, mais on a des formations statistiques, économiques, tout ce qui est banque, analyse financière, tout ça. C'était pas forcément les choses qu'on a appris les plus efficaces possible, les plus efficacement possible. Donc moi, j'arrive à la banque, on me donne des dossiers de crédit, il faut parler des choses techniques, de BFR, de tout ça. Je suis un produit de l'NCA, je ne veux pas de ridiculiser. Voilà, pour nous, c'est vraiment. Ça fait souvent un peu l'orgueil, mais on va pas, je ne vais pas me ridiculiser. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Tous les week-ends, ou bien toute la semaine, je suis dans les bureaux de tous ceux qui savent faire la chose. Voilà, qui ont déjà l'expérience. Tout le temps en train de poser des questions, comment ça marche X, comment ça marche Y. Rien que pour ne pas que mon patron me dise que je suis nul ou que je ne sais pas faire des choses, même si je n'ai pas l'expérience. Voilà. Mais l'expérience, là, en peu de temps, il faut que je la trouve. Parce que je suis un produit de l'NCA, je défends l'école, il y a une image à défendre. Donc, tous les week-ends, j'étais dans la librairie en train de lire tous les livres d'analyse financière. Ce qui est bien, c'est que dans le domaine comme la finance, tu as tellement d'écrits que ce soit en français, en anglais, qui te permettent rapidement de pouvoir délivrer des choses pour taper après l'expérience, faire la différence. Voilà. Donc, d'un point de vue académique, et ce que nous apporte aussi l'école, c'est la gestion du stress et de la pression. Malheureusement, j'avoue qu'à l'école, je n'étais pas quelqu'un très organisé. On avait même un slogan qu'on s'appelait les IBM, les gens de dernière minute. Les jeunes de dernière minute. Tu nous donnes un rapport, on sait très bien que ça dans 2 mois, il faut le donner, mais on va passer tout notre temps à faire autre chose. Et quand il restera 48, 72 heures, on va rentrer dans le temps. Au travail, souvent, on a des tâches où on donne à X ou Y membres de l'équipe. On sait très bien que c'est un qui prend 2-3 semaines pour faire. Bon, le patron te dit on veut 148 heures. Tu as tout le monde qui est paniqué. Et toi, tu te dis, mais je pensais que c'est pas une bonne manière de fonctionner. Hein. Mais tu vois tout le monde paniqué en train de dire comment on va faire ça. Et toi, tu dis non, on va le faire. On va le faire. S'il faut veiller, on le fera. Voilà. Tout simplement. Donc, nous, c'est ces choses-là, d'un point de vue qui nous apportent au travail. On arrive très très facilement à gérer le stress en milieu professionnel. Et surtout, on fait tout pour toujours rester au niveau le plus excellent possible. Voilà. Et ça marche très souvent, même aujourd'hui. Tu as des gens avec qui tu as travaillé, 15 ans, besoin, ils t'appellent, toi, je veux un CV de quelqu'un qui a fait la même école que toi, moi, la cible, il y a tellement de gens qui sont entrés par la cible, par mon canal, rien que parce que ce qu'on a démontré dans la qualité de travail, ils ont collé ça au slogan NCA, donc quand ils veulent des besoins précis, ils t'appellent, ils veulent quelqu'un qui a fait la même école que toi, voilà. Bon, je vais renchérir en tout cas sur ce qu'il a dit. C'est ça, c'est que d'abord, tu as un label. Moi, je suis diplômé de l'ESCA, le ministre Collet Plutôt, tu as plein de ministres qui viennent de l'école, des directeurs généraux, il y a un réseau vraiment solide. Bon, après, je n'arrive pas à se séparer aussi, donc c'est pas la blague. Donc, c'est que tu n'es pas en train de faire la chose comme si tu fais, il a dit, hein, tu as un maillot, donc il y a quelque chose que tu portes un grand nom. Et dans tout ce que tu fais, tu as tous ces gens-là que tu dois honorer en fait. Tu ne peux pas t'amuser. Donc ça te met une pression psychologique positive, j'ai envie de dire. Tu vois. Maintenant, il a touché à ça, c'est vrai que, en fait, et je le dis à ceux qui n'ont pas fait ces écoles, la différence, bon, souvent j'ai écrit un peu LinkedIn après, ça a été débat et tout ça, je dis NCA, INP, la différence, on vous apprend à vous surpasser, on vous apprend à supporter le stress, la pression. Et regardez, un cas concret, tu te retrouves en entreprise, il y a des gens, bon, attends, il est quelle heure? À 16h, ils ont commencé à faire leur sac. Mais
Eux, ils ont des objectifs de résultats. Ils ne se comportent pas comme des gens qui ont des objectifs de moyens. Bon, je n'ai pas envie de critiquer la fonction publique, hein. Mais bon, dans beaucoup de cas, est-ce que tu es venu au travail à 7h, tu es descendu à 16h, bien à quoi? Bon, quand tu as fait ça, tu as fait ton travail. Mais pour les gens qui ont fait certaines écoles, non. On t'a confié des missions, on dit par exemple, nous vendre 50 tonnes, est-ce que j'ai vendu 50 tonnes? Et les gens de certaines écoles, tu leur dis 50 tonnes, ils vont essayer de faire 60 tonnes. Parce que c'est l'excellence. On essaie de faire plus que la moyenne, plus que ce qu'on attend de nous. Vous voyez? Donc tu as ça. Et puis autre chose aussi que l'école apporte, c'est la partie réseautage, la partie networking. Voilà. Il y a des gens qui ont pris des postes, vraiment, ils ne savaient même pas comment ils allaient s'y prendre. Je crois que les gens le disent. Mais tu as forcément quelqu'un dans ton réseau que tu peux toucher, qui a déjà fait le poste ou bien qui peut te diriger, qui peut t'orienter, ainsi de suite. Et donc tu as ce réflexe-là. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait des écoles, bon, on a fini l'école. J'ai pris souvent des gens qui leur poser la question. Ok, je n'ai pas envie de citer l'école d'Abidjan, mais tu as fait telle école, aujourd'hui tu as 10 ans d'expérience. Tu es en contact avec les gens de ta classe et puis ils sont devenus quoi? Ah, honnêtement, moi je ne sais plus. Mais nous, chez nous, ce n'est pas ça. Voilà, on reste, il y a des activités, on reste en contact, on voit qui est qui. Et puis, comme on porte un label, quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, la personne nous exprime la chose, on aide la personne. Avec du partage d'infos, souvent des formations, ainsi de suite. Parce que si elle est mal, c'est nous tous, on est mal. Ouais. Donc, c'est vraiment ces choses-là que l'école apporte. Et puis, voilà. C'est tout bien dit, c'est tout résumé en fait. Je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose que le réseautage. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment très beau, c'est que l'excellence n'est peut-être pas quelque chose qui est personnel, c'est vraiment une question d'entraide, c'est une communauté aussi, c'est de créer un système, une communauté qui est excellente. J'aimerais demander à Madame Milogo, et vous, votre expérience en fait de cet aspect-là, de l'entraide, dans votre parcours académique ou professionnel? Parce que je sais que vous avez fait la supply chain, maintenant vous êtes dans l'événementiel, il y a des changements, comment est-ce que vous vous adaptez, comment est-ce que la communauté, votre système que vous avez créé, en fait, vous aide aujourd'hui à vraiment atteindre vos objectifs? De façon générale, pas seulement sur le plan académique, de façon générale, je crois qu'il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas évoluer seul. Vous vivez dans un environnement où vous ne pouvez pas évoluer seul. Il faut vous faire aider. Donc, sur le plan académique, comme il a si bien dit, il y a des élèves qui sont déjà là, qui ont déjà dépoussiéré. On ne va pas revenir remettre la poussière et chercher encore à dépoussiérer. C'est une perte de temps. Et c'est une perte de temps qui est vraiment inutile. Donc, quand vous arrivez, par exemple, dans une prise de fonction, il y a deux cas. Donc, il y a le cas où il y a déjà peut-être un aîné qui est dans l'entreprise en question. Ça encore, vous avez encore plus de chance. Donc, vous avez quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner, qui pourra vous conseiller. Mais même quand vous arrivez dans une prise de fonction où vous ne connaissez personne, vous avez l'avantage là d'avoir un réseau de personnes qui sont passées par là. Un réseau de personnes qui ont peut-être même fait les mêmes fonctions et qui peuvent vous donner des tips pour vous aider à grandir. Et c'est de là que vient l'entraide, c'est de là que vient le réseau justement de l'école. Pourquoi est-ce que dans ces écoles dites d'excellence-là, on cultive ce réseautage-là, on permet aux aînés d'avoir des mentors, on permet aux cadets d'avoir des mentors. C'est justement pour pouvoir les aider, parce que ça ne s'arrête pas qu'au bout de l'école. Une fois que tu sors de l'école et que tu rentres dans la vie active, il y a tellement de défis. Il y a les défis du travail, il y a les défis de la maison. Et si tu n'as personne sur qui t'appuyer, c'est vraiment difficile. Donc, dans le domaine professionnel et académique, que ce soit en supply chain, que ce soit en événementiel, on a des personnes vers qui on se tourne. Si je prends les deux, je vais prendre des exemples dans les deux domaines. Dans le domaine supply chain, donc en entreprise, j'arrive, déjà ma première entreprise, il y a une aînée, c'était un stage. Donc une aînée qui cherchait des stagiaires. Et donc dans la promotion sortante, on avait besoin d'avoir des stagiaires, c'est moi qui récoltais les CV justement. Donc elle avait besoin de 3 stagiaires. Et je lui ai envoyé les 3 CV et on a été coachés. On a tous été embauchés dans la même entreprise. Donc, je finis, je passe dans une autre entreprise, mais dans laquelle il n'y a personne que je connais, il n'y a aucun ILP, il n'y a personne d'autre. Et je suis face, là, je viens prendre un poste qui vient d'être créé.
Donc tout est à mettre en place et tout. Oui, c'est vrai, j'ai des connaissances qui restent théoriques parce que je n'ai jamais pratiqué. Comment est-ce que je fais? On a des plateformes. Donc j'essaie de me renseigner, ah je viens d'occuper tel poste, on me demande de faire ci, ça, est-ce que vous savez un peu comment ça fonctionne et tout. Et souvent on recherche des prestataires, que ce soit dans l'événementiel comme en entreprise, on recherche des prestataires par exemple pour s'approvisionner en X et X produits. Donc il y a forcément des personnes qui s'approvisionnent dans ce genre de produits-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que demander. Est-ce que vous avez un contact de tel fournisseur? Est-ce que vous avez un contact de tel prestataire qui peut faire tel service, tel service, tel service? Et ça va plus vite. Plutôt que de s'asseoir à chercher sur Internet, chercher dans les annuaires, je ne sais plus si c'est des annuaires téléphoniques. Chercher sur Internet, tomber sur des personnes par net, alors que vous pouvez vous faire recommander simplement parce que vous aurez demandé. Donc, ayez, j'ai envie de dire, l'humilité de demander. Et vous, maintenant, en tant que devancier, qu'est-ce que vous direz à un jeune étudiant ou une jeune étudiante qui doute d'elle-même et qui pense que l'excellence est quelque chose d'inné? Il y a une publicité qui passait, je ne me rappelle plus, mais la publicité disait « Si tu penses que tu ne peux pas, tu ne peux pas ». Je ne sais plus c'était ça parlait de quel produit, mais c'est vrai, c'est tellement vrai que la seule personne qui peut vous retenir, c'est vous-même. La seule personne qui peut vous empêcher d'avancer, c'est vous-même. Si vous laissez la peur et si vous laissez le doute vous envahir, quels que soient les conseils qui viendront, ça sera difficile de vous faire sortir de votre coquille. Il faudrait que vous preniez, comme il a dit tout à l'heure, une décision. L'excellence, la réussite, ça part d'une décision. Et c'est avec cette décision-là que vous aurez toute la motivation qui va avec. Donc, c'est quoi votre objectif? C'est vrai, il y aura des vents, il y aura des marées, il y aura des difficultés. Mais si vous restez focus sur ce que vous voulez faire et sur ce que vous avez envie de faire, rien ne pourra vous nuire. Même les parents ne pourront pas vous empêcher d'atteindre votre but. Et un message pour les parents, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'encourager. Je le dis parce qu'il y a eu le bac tout dernièrement. Et moi, je connais des élèves, par exemple, qui ont échoué. Mais ils ont échoué parce qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient échouer. Et ils étaient convaincus qu'ils allaient échouer simplement parce que ce soit les parents ou l'environnement dans lequel ils étaient, personne n'avait confiance en eux. Personne. Aucun élève n'est mauvais. Personne n'est mauvais. On est tous excellents quelque part. Il faut juste chercher à faire ressortir. Et vraiment, ma sensibilisation pour ce point-là, c'est vraiment au niveau des parents. Parce que je pense que même quand l'élève sent qu'il a les aptitudes, il s'attend au moins à ce qu'au moins une personne vienne le réconforter et confirmer qu'il peut y arriver. Donc que ce soit des parents, que ce soit même les mentors que nous avons, les coachs, les amis, il faudrait vous entraider et il faudrait pouvoir encourager même le plus faible. On ne définit pas une personne parce qu'elle n'a pas été capable de faire. Elle peut n'avoir pas été capable de le faire aujourd'hui et puis exceller demain. Merci beaucoup. Monsieur Assi, et vous, un conseil à ces jeunes ici? D'accord. Moi, je donne un conseil en racontant l'histoire. Pourquoi c'est une allégorie? J'ai un jeune devant moi qui est découragé. Moi, la première chose que je lui dis, c'est ne sois pas trop dur avec toi-même. Voilà, la première chose, ne sois pas trop dur avec toi-même. Et si j'avais eu la même vie et le même parcours que toi, je serais sûrement peut-être dans la même situation que toi. Donc, ne sois pas trop dur avec toi-même, ne pense pas que c'est une fatalité, c'est une façon dont tu es seul au monde. Je disais tout à l'heure, j'ai pris vraiment le temps de lire le livre et ce qui m'a frappé, parce que moi je suis un grand passionné de lecture, hein, j'ai lu tellement de livres, des sujets d'excellence autres. J'ai vraiment été très impressionné par le contenu du livre. Il parle non seulement de son expérience personnelle, mais on découvre une vraie recherche scientifique à amener dans les sujets, dans ses démonstrations avec des techniques éprouvées, des articles scientifiques qui ont fait une analyse sur le cerveau, la démarche scientifique. Donc, sur la base de son parcours, il prend le temps d'expliquer étape par étape à n'importe quel étudiant, parce qu'il a donné tout son sa vidéo explicative, il a commencé de façon très modeste, dans un village reculé, et avec son envie de satisfaire son père à atteindre un certain niveau, il a réussi à étudier, à tout faire pour arriver au niveau d'excellence-là. Donc ce livre-là donne toute sa démarche, comment être ses techniques de mémotechnique,
il arrivait à retenir des formules, comment il s'organisait, comment le sport a eu une place importante, les activités sans mettre de côté aussi tout ce qui est activité extrascolaire. Je pense que c'est vraiment un guide complet que n'importe quel jeune, moi je suis convaincu, suit à la lettre, permettra d'avoir des résultats excellents. Vous avez en tout cas réussi votre parcours académique et même pour ceux qui sont aussi, je veux dire, en monde professionnel ou entrepreneurial, il y a beaucoup d'astuces dedans. C'est très important. La pause pub est terminée, donc je continue mon message. Oui, effectivement, le frère l'a dit. Honnêtement, c'est un PhD, c'est normal. Quand tu lis le document, tu vois que tu as affaire à quelqu'un qui a fait de la recherche et tout. Donc ici, des références vraiment extraordinaires. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il vient casser les fausses croyances. Vous voyez, elle a dit aussi, souvent, si tu ne crois pas que c'est possible, dans ton propre esprit, tu viens à l'image. Voilà, donc les fausses croyances nous bloquent, elles nous limitent. Et je pense à rien carrément de reconstruire avec des évidences, et ainsi de suite. Honnêtement, je pense à chapeau. C'est juste le livre à avoir. Mais en fait, vous ne tirerez parti de ce livre-là que si vous ne le lisez pas comme un roman. Donc, si vous lisez comme Adoras, un roman à l'eau de rose, vous déposez, non. Vous n'allez rien retenir et rien gagner de ce livre. Il faut vraiment s'imprégner. Et je crois qu'il a donné la recommandation de lire un chapitre, de ne pas lire plus d'un chapitre. Donc, prenez le temps de lire un chapitre, de comprendre, de faire même les exercices qui s'y trouvent. Et le témoignage, ça sera pour l'année prochaine. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour les témoignages. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous trois, chers panélistes, pour vos conseils, pour ces partages authentiques, inspirants et très concrets. Pour répondre à la question, vu que c'était une question, le panel, c'est l'excellence académique dépend-elle d'un talent inné ou d'une stratégie accessible à tous? Je pense qu'on a tous retenu que ce n'est pas inné, que c'est un chemin, c'est d'abord une volonté, il faut décider, c'est une décision, il faut être motivé, donc avoir un objectif. C'est un chemin, c'est une discipline, ça demande de la rigueur, de l'exigence envers soi-même. Il faut mettre en place des stratégies, mais des stratégies adaptées à nos modes de fonctionnement, à notre personnalité pour réussir. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que dans ce chemin, le livre de M. Fansa Koné va vraiment nous aider. C'est une boussole avec laquelle on peut avancer. Il y a des conseils très pratiques, vous avez déjà dit, vous avez déjà tout dit. Donc voilà, merci. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter avec M. Fansa Koné. Dieu, le verbe était avec Dieu. Et si le verbe était Dieu, c'est pour vous dire que dans le verbe, il y a de la profondeur et quand le verbe permet de créer, permet de prier à profusion. Et ainsi, la parole profane habite, la parole divine illumine et la parole sacrée bénie à rayonner pour parler du mentor qui lui-même rappelait les mots de notre mentor qui lui disait à notre mentor, disait à notre mentor, disait à notre mentor. Et bien mon mentor, je leur ai dit encore, il m'a dit, il me dit,